En fait, la réalité des choses, c'est que il y a une idée qui est qu'il y a un corollaire toujours à l'intuition. Alors l'intuition, c'est formidable parce que bien évidemment, ça va supprimer tout un tas de freins que l'on va avoir, des freins sociaux, comportementaux, etc. Et on va enfin pouvoir être un petit peu plus naturel. Sauf que le pendant de tout ça, eh bien, c'est que parfois, on peut se tromper. J'avais un collègue avec qui je discutais de l'intuition. Je lui dis qu'est-ce que tu en penses? Il me dit laisse tomber l'intuition. Les imbéciles aussi ont de l'intuition, sauf qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Donc, c'est vrai que je me suis mis un petit peu à douter de la question, mais en fait, en reprenant réellement la première intention intellectuelle, je me suis rendu compte que ce qui était la grande difficulté dans l'intuition, c'est que, au final, si jamais on se trompe, eh bien, ça peut être catastrophique. Donc, il y a un côté peur également qui fait partie de l'équation. On peut avoir de l'intuition, cette intuition peut ne pas être bonne, et au final, donc, on peut se tromper. D'où l'idée, en fait, de Christophe de me faire raconter une petite histoire policière, bien évidemment, sur l'intuition. C'est avant tout, donc je vais vous en raconter une, bien sûr, mais c'est avant tout faire comprendre une chose, c'est que lorsque l'on est fonctionnaire dans un service d'enquête, et donc c'était mon métier avant d'être au RAID, puisque j'étais en groupe criminel et en groupe de répression du banditisme, j'avais affaire donc à, comme tu disais, le gratin donc de la voyoucratie, etc., et des terroristes et autres. Et la grande difficulté, eh bien, c'est que lorsqu'une victime se présente à nous, eh bien, elle arrive avec un énorme panneau sur le ventre marqué « victime ». Voilà. Et donc, on part d'un présupposé qui, d'une certaine manière, va orienter d'entrée de jeu notre système de fonctionnement. Et le premier objectif d'un bon enquêteur, eh bien, en fait, c'est de procéder à ce que l'on appelle la levée de doute, c'est-à-dire d'essayer de voir si, dans un premier temps, avant d'engager l'ensemble de l'armada donc policière et toute la réponse judiciaire qui va avec, eh bien, est-ce qu'on va avoir affaire réellement à quelqu'un qui dit vrai? Est-ce que ce n'est pas une histoire qui nous est inventée pour tout un tas de mobiles, etc., etc. Et donc, cette première phase est une phase extrêmement délicate, parfois même traumatisante pour les policiers, parce qu'il faut essayer de voir si la personne dit vrai, etc., mais que ça ne se voit pas non plus, parce qu'on ne va pas survictimiser cette pauvre victime qui a déjà subi suffisamment de choses. Et donc, une fois que l'on a vérifié cette chose-là, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir se lancer dans le processus. Alors je reviens sur ce difficile moment du lever de doute et on discutait comme ça à bâton rompu entre deux d'un cas que j'avais eu quand j'étais en groupe criminel qui était une stigmatisée, une femme qui avait été violée. Je vous passerai, c'est pas une histoire sordide, hein, je vous le rassure. Donc une femme qui avait été violée chez elle, attaquée par un type, elle avait ouvert la porte de son jardin, il l'avait agressée, etc. Il était masqué et puis donc quand elle a appelé les services de police, lorsqu'elle a appelé les secours, eh bien, elle a dit qu'elle avait été également marquée au fer rouge. L'affaire paraît sordide comme ça à première vue, et c'est vrai que j'étais d'alerte donc sur ce jour-là. Je me déplace sur les lieux, je trouve une victime complètement traumatisée, en état de stupeur complète, incapable de nous raconter les choses, vraiment particulièrement troublée, et présentant des traces au moins sur les parties visibles du corps, des traces donc de brûlures. Et d'entrée de jeu, donc mon collègue procède à la première partie qui est celle médico-légale, c'est-à-dire on va faire constater les blessures de manière à savoir ce qui se passe. Et moi, je me retrouve donc, après avoir pris un petit peu quelques informations la concernant, je me retrouve à visiter la maison et à voir également avec les proches qui ont commencé donc à revenir sur les lieux, quel pouvait être l'environnement de cette jeune femme. Et la première impression que j'ai est extrêmement désagréable. Je suis dans un espèce de pavillon qui est sur toute une longueur, en bordure d'autoroute. Je me dis, comment est-ce qu'on peut habiter là-dedans? C'est vraiment un petit peu insensé. Je regarde ce qu'est la vie de cette jeune femme. Elle est mariée depuis quelque temps à un malgache. Toute la famille malgache est venue en France s'installer également. Elle, sans famille directement proche parce qu'elle est de Bretagne et donc ses proches sont relativement éloignés. Donc elle vit un petit peu sous la coupe de cette famille
famille malgache. Et l'environnement est particulièrement chargé d'ondes négatives. Pour traverser la maison, on a l'impression de passer un tunnel, etc. Il y a une cave qui n'en est pas une, qui sert de couloir. Enfin bon, c'est fait de briques et de broc, etc. Et l'intuition première, donc, est quelque chose est vraiment négative. Ensuite, donc, sur la vie de cette dame, quand je prends tous les éléments, sachant que moi, je n'étais pas en train de l'auditionner, bien sûr, hein, je prends tous les éléments, et là, je me dis, avec tout ce qu'elle a vécu, je vous passe les détails de ce qu'elle a pu avoir comme problème dans sa vie, je me dis, bon sang, elle doit être extrêmement défensive, elle a le sort qui s'acharne sur elle, etc., etc. Et là, tout d'un coup, se met en fait à s'allumer dans le cerveau quelques petits mécanismes d'alarme, où je me dis, c'est quand même un peu bizarre, parce que quand je regarde bien, de manière objective, j'ai un fou furieux qui se trouve tout d'un coup parachuté d'on ne sait où, qui se trouve dans la nature, qui vient de m'attaquer une dame chez elle, alors qu'il n'y a pas eu d'acte précédent qui aurait pu nous indiquer une montée en puissance de ce phénomène criminel. Et ce type-là l'attaque, la viole, et l'attaque ensuite avec un fer à repasser pour lui faire des marques sur tout le corps. Je me dis quand même, c'est un petit peu gros comme scénario. Et la construction de tous ces éléments-là, alors que l'on a une vraie victime marquée, etc., stigmatisée, qui est en train de se faire examiner, eh bien, tous ces éléments-là, donc, en fait, construisent une sorte de frein psychologique qui fait qu'on regarde à ce moment-là sa victime sous un autre angle. Mon collègue qui l'avait auditionné, lui, quand il revient de l'avoir entendu, il est chargé au niveau émotionnel, corps et âme, prêt donc à jurer sur la Bible que, bien évidemment, elle a été victime, etc. Et je me hasarde, discrètement, entre deux couloirs, je me hasarde à lui demander quand même s'il trouve ça cohérent que tombé du ciel, comme ça, un type arrive, l'attaque chez elle, etc. Voilà. Et j'ai eu une réaction véritablement violente de la part de ce collègue. Alors, je la fais très courte. Au bout de quelques temps, donc, essayant de convaincre quand même tout le monde qu'il y avait des choses qui étaient anormales dans ce récit, eh bien, lors d'une nouvelle présentation avec cette victime, je la prends entre quatre yeux dans un couloir, dans un bureau, et puis je lui dis, vous allez être contente, je vous ai fait venir parce que on a arrêté l'auteur. On a arrêté votre auteur. Et là, je la vois se décomposer un petit peu. Je me dis, ça commence à sentir bon. Je lui dis, voilà, on a eu vraiment beaucoup de mal à le faire parler. Il a fallu utiliser la manière forte. Mais bon, il est venu aux aveux. Et vous pouvez être rassuré, il va prendre perpétuité. Et là, bien évidemment, elle se décompose encore plus. Et du coup, ce qui était une intuition au départ devient crédible et une évidence, et là je me rapproche d'elle pour être plus dans un registre de confidence, donc il y a une proxémie différente avec elle bien sûr à ce moment-là, et je lui dis c'est pas vrai, cette histoire elle est inventée, comment vous vous êtes fait ça? Et en fait elle s'était fait ça avec des baguettes de soudeur qu'elle avait passées sur tout son corps, tout simplement parce qu'elle voulait s'évader de sa situation familiale, etc. Et donc, voilà, elle avait littéralement inventé ce genre de choses. Alors, il faut savoir que lorsque l'on est en police judiciaire, en règle générale, on ne traite pas des affaires de mœurs, sauf quand c'est des affaires exceptionnelles. Et très souvent, bien évidemment, l'exceptionnel rime avec mensonge et fantasme, d'accord, et très souvent on a affaire donc à des affaires qui sont inventées. Donc moi j'ai une coloration qui est très négative en fait justement sur ce genre de domaine-là, puisque en fait notre manière d'enquêter est extrêmement donc scrute avec beaucoup d'attention ce que peuvent dire les victimes. Et voilà. Alors la peur de se tromper, c'est pour ça que j'avais ce petit récit d'histoire. Eh bien, la peur de se tromper est quelque chose qui vous colle à la peau. C'est terrible parce que vous avez d'une part l'envie de suivre votre intuition, et si vous oubliez que c'est un récit qui concerne une affaire criminelle, vous pouvez transposer ça dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, etc. Lorsque vous allez avoir des intuitions, bien évidemment, parfois cela peut avoir des conséquences dramatiques sur des contextes, des gens, etc. Vous allez peut-être faire des choix qui vont radicalement changer les choses, etc., ou bouleverser des vies. Et là, la peur, là encore, va vous coller, là aussi, à la peau. Eh bien, ce qu'on a envie de dire, c'est que l'intuition, lorsque l'on a une bonne expérience, lorsque l'on a un mode de réflexion qui est quand même pas trop mauvais, etc., l'intuition, c'est quand même en effet une force.
mine de rien, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'aller détecter, ou tout du moins de prendre la sensibilité sur des éléments qui sont en dehors de la raison. Voilà. Très rapidement, grosso modo, 2 minutes 30. J'oublie le terrorisme, j'oublie tout ça, mais je vais juste vous dire l'humain. L'humain, en fait, véhicule tout ce qu'il a à raconter. Dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de vous regarder, dans sa manière de serrer la main, d'utiliser ses gestes, de dégager quelque chose de sa personnalité, etc. Donc soyez à l'écoute. Puisque les gens vous parlent, avec tout un tas de paramètres non verbaux et autres, etc., soyez à l'écoute. Parce que justement, les messages sont là. Merci Christophe. Merci pour le timing.